Ils disent que les mariages rapprochent les familles, mais parfois ils vous montrent discrètement à quel point vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. J'ai porté la robe rose que j'avais gardée pendant des années, j'ai fait cuire le pain aux bananes qu'il aimait jadis. J'ai même repassé le cardigan avec les minuscules boutons de perles qui, selon lui, me faisaient ressembler à maman des vieilles émissions de télévision, mais quand je suis entrée dans la salle de mariage et que j'ai réalisé que personne ne m'avait gardé une place près de lui, j'ai su que quelque chose en moi avait changé, et que ce changement finirait par tout transformer. Le Haut-Michigan est calme au printemps, pas calme comme la paix, mais calme comme l'oubli. Ma maison est nichée au bord d'un lac immobile, entourée de pins et de souvenirs. Je vis seule maintenant. Mon mari, Mark, est décédé il y a 4 hivers de cela. Notre fils, Owen, nous rend de moins en moins visite, mais je comprends que les jeunes ont leur propre vie. C'est pour ça qu'on les élève, n'est-ce pas? Dernièrement, mes journées passent lentement, très lentement. Je fais cuire du pain aux bananes le matin, je lis le journal local en buvant une tasse de café tiède, puis j'arrose la rangée de tulipes têtues devant qui refusent d'éclore à temps. Parfois, je regarde le camion postal passer sans s'arrêter, et parfois je me demande s'il s'arrête pour quelqu'un d'autre sur la route qui vérifie aussi tous les après-midi et fait semblant de n'espérer rien. Owen a appelé il y a 3 semaines pour dire qu'il allait se marier. Il avait l'air excité, distrait, et il a dit que son nom était Lorraine. Je lui ai demandé quel genre de mariage il prévoyait de faire. Il a dit qu'il pensait à quelque chose de simple, mais d'élégant à la fois. Puis il s'est interrompu. Il n'a pas demandé mon avis, ni quel week-end pourrait me convenir. J'ai demandé s'ils auraient besoin d'aide pour quoi que ce soit d'autre. Il a dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils avaient tout pris en charge. Je lui ai dit que j'aimerais faire la tarte du dîner de répétition. Il a ri poliment et dit que c'était gentil. J'ai raccroché et j'ai regardé le téléphone pendant un moment. J'ai ressenti quelque chose alors, quelque chose que je n'ai pas dit à voix haute, comme si on venait de me donner le rôle d'invité dans une histoire que je pensais avoir aidé à écrire, mais j'ai choisi de rester pleine d'espoir. J'ai choisi la robe, nettoyé le porche, j'ai même ourlé les manches de mon manteau, parce qu'une partie de moi croyait encore que peut-être, juste peut-être, ce mariage pourrait nous rapprocher un peu plus. Parfois, les plus grandes pertes ne surviennent pas dans les cris ou les portes qui claquent avec fracas. Elles viennent en silence, dans de petits rejets polis qui ressemblent à 1000 coupures, ce genre de silence qui vous suit au lit la nuit et vous fait vous demander quand vous avez cessé d'être nécessaire. Le mariage a eu lieu dans un centre de villégiature au bord d'un lac à 2 heures au sud, un endroit chic, avec des poutres en bois et des baies vitrées donnant sur l'eau. Owen avait dit que c'était l'idée de Lorraine. Elle voulait quelque chose de moderne, mais d'intemporel. Je suis arrivée tôt, par habitude, j'ai porté la robe rose que j'avais gardée repassée pendant des années, des plis doux à la taille, rien de trop fort, mes cheveux attachés en arrière, un rouge à lèvres léger, le genre de tenue qu'une mère porterait au plus beau jour de son fils. J'ai traversé le hall d'entrée, seule. La fille à l'avant m'a tendu un badge et a souri comme si elle n'avait aucune idée de qui j'étais réellement. L'étiquette disait juste « Sylvia Hartley ». Aucune mention de la mère du marié, aucun petit ruban comme la famille de la mariée en avait. Je l'ai tenue dans ma main un instant, puis je l'ai accrochée à mes vêtements. À l'intérieur de la salle principale, les gens se rassemblaient en petits groupes. Les rires flottaient au-dessus de la musique douce et agréable. Les serveurs se déplaçaient avec des plateaux de champagne et de petites cuillères de quelque chose de frais et de cher. J'ai repéré Owen près de l'avant avec Lorraine, entouré de personnes que je ne reconnaissais absolument pas. Il ne m'a pas vu tout de suite, au début. L'un des organisateurs, un jeune homme en pantalon moulant et un casque, m'a fait signe vers une table près du coin arrière de la salle. J'ai regardé autour de moi, attentivement. Les tables les plus proches avaient des panneaux, collègues du marié, famille élargie de la mariée, parents de la demoiselle d'honneur. Ma carte disait juste « Sylvia », pas de nom de famille, pas de titre. Je me suis assise entre un homme qui vendait de l'assurance habitation et une femme qui élevait des alpagas dans le Vermont. Les deux étaient polis, mais aucun n'avait jamais rencontré Owen auparavant. Ils ont parlé au-dessus de moi pendant la majeure partie de la soirée. Pendant le toast, le microphone est passé au père de Lorraine, à son frère, puis à sa colocataire de l'université. Il y avait une blague sur les shots de tequila et un souvenir du camp d'été. À un moment donné, quelqu'un a demandé quand la mère du marié prendrait la parole. Lorraine a ri et a dit « peut-être plus tard », puis a continué son discours. Quand le dîner est arrivé, il était dressé avec soin et silencieux. J'ai pris le poulet, sans hésiter. C'était sec. Un pain au beurre était posé intact sur le côté. Je n'ai pas remarqué non plus que quiconque à ma table ait fini son repas. Les desserts étaient plus chics qu'ils ne le semblaient. Une bouchée de tarte au citron, et je me suis sentie plus amère que douce. Owen n'est jamais venu à ma table, pas une seule fois. Il a dansé avec Lorraine, puis avec sa mère, puis avec la tante de quelqu'un. J'ai attendu, j'ai réparé l'ourlet de ma robe 3 fois,
j'ai souri à un photographe qui m'a dépassé 2 fois sans lever son appareil. À la fin de la soirée, je me suis assise tranquillement sur cette chaise louée, entourée d'assiettes vides et de gens déjà à mi-chemin de leur voiture. J'ai plié ma serviette lentement, et l'ai glissée sous le bord de mon verre. Personne n'a dit au revoir. Personne n'a remarqué mon départ. Une semaine s'est écoulée après le mariage avant qu'Owen appelle. Il a dit qu'il voulait que je vienne dîner, juste nous deux, et que Lorraine serait sortie avec des amis. Sa voix était joyeuse, mais mesurée. Je pouvais dire qu'il essayait d'avoir l'air désinvolte. Je lui ai dit que je serais là, sans questionner. Ce soir-là, j'ai porté le même cardigan que je portais lorsque j'ai ramené Owen de l'hôpital pour la première fois. Il allait toujours, doux autour des poignets. J'ai fait cuire une plaque de biscuits à l'avoine et les ai enveloppés dans du papier d'aluminium. Le trajet en voiture était calme. Les routes étaient sèches, le ciel couvert de cette façon grise et plate qui vous donne l'impression que l'hiver n'est pas terminé même lorsque le calendrier dit le contraire. La nouvelle maison d'Owen était située dans un quartier ordonné à la périphérie de la ville, extérieur en briques, étayé, le genre d'endroit avec des lampes de porche assorties et une caméra de sonnette. Il a ouvert la porte avec un sourire rapide et poli, m'a donné une courte étreinte qui a à peine touché les épaules, a dit que la cuisine était au bout du couloir. Le dîner n'était pas prêt. Au lieu de cela, il y avait une table mise pour deux, une bouteille de vin déjà débouchée et une petite pile de papier placée soigneusement à côté des assiettes à salade. Les papiers étaient soigneusement attachés avec des onglets, et un stylo bleu était posé en diagonale sur la première page. Owen m'a versé un verre, a demandé comment s'était passé le trajet, a fait un compliment sur les biscuits. Son ton semblait répété, comme s'il parlait à travers un script qu'il avait mémorisé, mais pas écrit. Puis il a fait un geste vers les papiers. Il a dit que c'était juste quelque chose pour la tranquillité d'esprit au cas où quelque chose m'arriverait, que cela faciliterait les choses, juste une procuration durable standard, un formulaire courant, que tout le monde fait. Il a dit ces choses comme s'il s'agissait de bulletins météorologiques, distants, pratiques, sans émotion. J'ai hoché la tête, et j'ai pris le paquet. Les mots sur la première page étaient remplis de termes juridiques, mais le langage en dessous était clair. Autorité financière, gestion immobilière, accès complet, effet immédiat, aucune expiration. Il ne disait pas fils. Il ne disait pas famille. Il disait agent. Il disait authorization. Il disait contrôle. Il a souri et a dit pas de précipitation, mais le stylo était déjà débouché. J'ai remarqué alors que les assiettes sur la table étaient vides, sans nourriture, sans odeur de la cuisine. Juste du vin, juste du papier, juste une demande silencieuse sous un ton amical. J'ai reposé le paquet et lui ai dit que je le ramènerais à la maison, que je l'examinerais attentivement. Il a hoché la tête une fois et a pris son vin, les yeux se dirigeant vers le stylo puis de nouveau vers mon visage. Il n'a pas argumenté, il n'avait pas besoin de le faire, son silence en disait assez. Nous n'avons parlé de rien après cela. La météo, la nouvelle clôture des voisins, une émission sur le câble. Je ne sais pas quand je me suis levée pour partir, il m'a accompagnée jusqu'à la porte, m'a serrée dans ses bras à nouveau, encore plus légèrement qu'avant. De retour dans la voiture, je n'ai pas démarré le moteur tout de suite. Je me suis assise là, les mains sur les genoux, les biscuits enveloppés dans du papier d'aluminium toujours intact sur le siège passager, la lumière du Porsche derrière moi éteinte après 1 minute, capteur de mouvement efficace, automatique, tout comme le dîner. Je suis rentrée à la maison ce soir-là, et je n'ai pas pris la peine d'enlever mes chaussures. Je me suis assise sur le bord du canapé, mon manteau toujours à moitié zippé, les mains posées sur mes genoux comme si elles ne m'appartenaient pas. La maison était calme, trop calme, même l'horloge de la cuisine semblait avoir cessé de faire tic-tac. Pendant un instant, je ne savais pas si je respirais. Après un moment, je me suis levée et j'ai marché jusqu'au sous-sol. Mes genoux me faisaient mal en descendant, et l'air était froid, le genre qui se dépose dans les vieilles poutres en bois. À l'extrémité, derrière la machine à laver, il y avait une armoire basse rangée sous une étagère de pots de peinture. J'ai dû m'agenouiller pour l'atteindre. À l'intérieur, il y avait une petite boîte en métal. Je ne l'avais pas ouverte depuis l'année où Marc est mort. Il disait toujours que si quelque chose lui arrivait, je trouverais ce dont j'avais besoin là-dedans. Je n'avais jamais eu de raison de regarder avant, mais cette nuit-là, quelque chose en moi savait qu'il était temps. Le couvercle s'est ouvert en grinçant. Tout à l'intérieur était organisé, tout comme Marc rangeait toujours les choses. Il était méthodique de cette façon, des dossiers soigneusement empilés, attachés et étiquetés. Tout au fond se trouvait une lettre avec mon nom dessus, écrite de sa main. Ma poitrine s'est serrée rien qu'en la voyant. La lettre était courte, vraiment un paragraphe. Il a dit qu'il savait que je ne demanderais pas d'aide, même si j'en avais besoin, qu'il avait mis les choses en place pour s'assurer que je ne serais jamais piégée ni dépendante de qui que ce soit. Il a dit de ne pas le dire à Owen, pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il savait comment le monde fonctionnait.
L'argent change les gens, et parfois révèle qu'ils étaient déjà. Les fichiers énuméraient 2 comptes à mon nom, un portefeuille d'investissement dont je n'ai jamais connu l'existence, des options d'achat d'actions, des fonds communs de placement et une rente liée à une petite propriété au Texas. Au total, cela valait plus de 7 millions de dollars. J'ai regardé le nombre, puis j'ai refermé le dossier, puis je l'ai rouvert, pensant que j'avais peut-être mal lu. Je n'ai pas pleuré, pas à ce moment-là. Je n'ai pas ressenti de soulagement non plus. C'était quelque chose de plus lourd, comme garder un secret trop grand pour la pièce. Je suis restée assise là sur le sol du sous-sol pendant longtemps, le froid s'infiltrant dans mes jambes, la boîte en métal toujours ouverte à côté de moi. Ce que j'ai le plus ressenti, c'est le poids de ce que Marc avait laissé derrière lui, pas seulement l'argent, mais la confiance, la prévoyance, la protection tranquille dont je n'ai jamais su que j'avais besoin avant cette nuit-là. Il avait vu quelque chose venir avant que je ne le fasse, et d'une manière ou d'une autre, à sa manière tranquille, il m'avait laissé la seule chose dont j'avais le plus besoin. Pas la sécurité, ni la richesse, mais le choix. J'ai fermé la boîte, je l'ai verrouillée, je me suis levée lentement, mes jambes raides, mes mains tremblant d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge. En haut, j'ai éteint toutes les lumières de la maison sauf celle de la cuisine, je me suis assise à la table avec un bloc-notes vierge et la pile de papier que Owen m'avait donnée, et j'ai commencé à écrire, pas ce qu'il voulait, mais ce que j'avais à dire. L'appel suivant est arrivé 2 jours plus tard, en milieu de matinée. Je venais de m'asseoir avec un bol de céréales, portant encore mes pantoufles. Le téléphone a vibré une fois, puis de nouveau. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale la première fois. La deuxième fois, j'ai répondu. La voix d'Owen était plus douce que d'habitude, presque hésitante. Il a dit qu'il voulait prendre de mes nouvelles, voir comment je me sentais, et a demandé si j'avais eu l'occasion d'examiner les papiers. Je lui ai dit que oui. J'ai gardé mon ton stable. Il a fait une pause juste une seconde de trop, puis a dit qu'il n'y avait pas d'urgence, mais qu'il serait bon de mettre les choses en ordre, juste au cas où. J'ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Il a commencé à dire quelque chose à propos de la planification, à propos d'être pratique, à propos de me protéger, mais les mots tournaient en rond. Il a mentionné une histoire qu'il avait entendue aux nouvelles à propos d'une femme qui a perdu l'accès à ses comptes après un AVC, puis il a évoqué la mère de son ami qui a oublié ses mots de passe pendant des mois. Je pouvais l'entendre en filigrane, une liste de raisons non pas enracinées dans l'inquiétude, mais dans la stratégie. Quand je suis restée silencieuse, il s'est éclairci la gorge, a dit qu'il voulait juste ce qu'il y avait de mieux, puis sa voix a légèrement changé, le tranchant est revenu. Il a dit, si j'attendais trop longtemps, il pourrait être plus difficile de mettre les choses en place. Il a dit que je devrais penser à l'avenir, a dit que le plus intelligent serait de signer maintenant pendant que tout était encore simple. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'il parlait. Les arbres étaient nus, un écureuil a traversé la cour en courant, s'est arrêté, puis s'est précipité dans un coin de broussailles. Je l'ai regardé disparaître et j'ai senti une acuité s'installer derrière mes côtes. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Il a dit que c'était bien, puis a ajouté que Lorraine avait trouvé un conseiller financier qui pourrait aider à rendre tout plus facile, qu'il serait ravi de l'organiser pour moi. Nous avons terminé l'appel. Je suis restée assise là longtemps, les céréales détrempées devant moi. Je ne pouvais plus bouger. J'ai pensé à toutes les nuits où je suis restée éveillée avec Owen quand il était malade, comment j'ai conduit une fois 5 heures dans une tempête de neige pour lui apporter un pneu de secours, pas parce que je devais, mais parce que je le voulais, parce que c'est à ça que ressemblait l'amour pour moi, et maintenant il était là à me parler comme si j'étais une transaction, une étape logistique. La maison me semblait plus petite qu'avant, le silence plus pesant. Je me suis levée, j'ai versé les céréales dans l'évier et j'ai fait couler l'eau jusqu'à ce que la dernière trace de lait ait disparu. Puis j'ai ouvert le tiroir près du réfrigérateur, j'ai sorti l'enveloppe en papier où j'avais rangé tout ce que Marc m'avait laissé, et je l'ai tenu un moment. Cela ne ressemblait pas encore à une protection. Cela ressemblait à la dernière pièce de quelque chose qu'il avait construit pour moi, et maintenant il était temps que je construise quelque chose pour moi-même, non pas par colère, mais parce que même l'amour a ses limites, et j'avais finalement atteint les miennes. Il m'a fallu 3 jours pour décider quoi faire, non pas parce que j'étais incertaine, mais parce que j'avais besoin que le silence signifie quelque chose. Je ne voulais pas que ma prochaine étape découle de la peur ou de la fierté. Je voulais qu'elle vienne de la connaissance, de la compréhension de ce qui m'était demandé et de ce que je ne pouvais plus permettre. J'ai retrouvé le numéro de Carole écrit au dos d'une vieille carte de vœux. Elle travaillait comme avocate spécialisée dans les fiducies successorales avant de prendre sa retraite. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, pas depuis le décès de son mari, mais je me souvenais de ce qu'elle avait dit un jour. Les femmes les plus discrètes laissent souvent les marques les plus durables. Quand j'ai appelé, elle a décroché tout de suite, sa voix semblait plus âgée mais vive. Je lui ai raconté ce qui se passait. Elle n'a pas réagi, a juste écouté, puis elle a dit que nous devrions nous rencontrer, sans cérémonie, sans jugement, juste un café et de la clarté. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine l'après-midi suivant.
Sa maison était petite, soignée, pleine de courtes pointes et de livres. Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle a lu chaque ligne des documents de marque, les yeux bougeants comme une femme qui avait trop lu trop tard pour trop de personnes. Trop de gens. Quand elle a fini, elle m'a regardée et a dit « J'avais plus de pouvoir que je ne le pensais, que l'argent était protégé, l'investissement solide, la situation juridique solide, mais seulement si je le maintenais ainsi. » Elle m'a demandé si je voulais établir une fiducie. J'ai dit « Oui ». Elle a demandé qui je voulais désigner. J'ai dit « Personne, pas encore, peut-être jamais ». Elle a hoché la tête, puis elle m'a dit d'apporter tout ce que Owen m'avait donné. J'ai sorti la pile de papier de mon sac. Elle l'a parcouru sans broncher. Elle a dit que le langage était agressif, autorité immédiate, accès généralisé, sans surveillance. Elle a dit que ce n'étaient pas des documents écrits pour prendre soin de quelqu'un, ils étaient écrits pour absorber quelqu'un. Nous avons tout réécrit, transféré les comptes dans une fiducie privée sous mon contrôle total, verrouillé l'accès derrière des conditions que personne ne pouvait contourner. Carole a ajouté une clause médicale qui exigeait que 2 médecins indépendants confirment toute perte de capacité avant que toute autorité ne soit transférée, puis elle m'a tendu un stylo. J'ai signé lentement, attentivement, non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que j'avais l'impression de tracer une limite que j'aurais dû tracer il y a des années, une simple ligne sur le papier qui disait « Je ne suis pas invisible, je ne suis pas une commodité, je ne suis pas à vous de gérer ». Quand nous avons terminé, Carole a glissé tout dans un épais dossier. Elle m'a dit de le garder quelque part où je pourrais l'atteindre facilement, mais pas de manière évidente. Je l'ai placé au fond de l'armoire sous l'évier, caché derrière une boîte de capsules de lave-vaisselle que personne ne touche jamais. En rentrant chez moi, l'air était différent, plus lumineux d'une certaine manière, pas plus léger, mais plus vif, comme si je pouvais enfin voir la forme de ma vie sans plisser les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pas comme le parent oublié de quelqu'un. Je me sentais comme une femme avec une colonne vertébrale et un choix. L'invitation est arrivée par texto. Owen a dit qu'il voulait réessayer, un vrai dîner cette fois, juste nous deux, sans papier, sans pression. J'ai attendu quelques heures avant de répondre, puis j'ai répondu par un mot, bien sûr. Je ne lui ai pas dit que je ne viendrais pas seule. Carole m'a rejoint à un pâté de maison et a garé sa voiture de l'autre côté de la rue. Nous avons convenu qu'elle n'entrerait pas avec moi, elle s'assiérait à proximité, attendrait et interviendrait si nécessaire. Je n'étais plus nerveuse. J'avais appris ce que cela signifiait d'être immobile sans être douce. Owen a ouvert la porte, souriant, chaleureux, détendu. Il portait une chemise boutonnée et des chaussettes sans chaussures, comme s'il voulait me rappeler qu'il était toujours le garçon qui courait pieds nus dans le couloir. La cuisine sentait l'ail et les légumes rôtis. Il y avait du pain sur la table, de la vraie nourriture cette fois, ou du moins l'apparence de celle-ci. Nous nous sommes assis, bavardant d'abord. Il a demandé si j'avais lu quelque chose de bien récemment. J'ai mentionné un roman policier que j'avais pris à la bibliothèque. Il a hoché la tête, mais n'a pas demandé de quoi il parlait. Ses yeux n'arrêtaient pas de dériver vers la table d'appoint où une autre pile de papier attendait, attachée et soigneusement arrangée, différente d'avant, mais pas inconnue. Quand il a finalement tendu la main vers eux, son ton a changé, plus lent et plus délibéré. Il a dit qu'il avait parlé à un ami spécialisé en droit des aînés, qui recommandait un arrangement plus simple, rien d'obligatoire, juste provisoire, juste quelque chose pour que les choses se passent bien. Il a fait glisser les papiers vers moi. Je ne les ai pas touchés. Au lieu de cela, j'ai placé un document plié sur le dessus, sans mots, juste le son du papier contre le papier. Puis j'ai pris mon verre d'eau et j'en ai pris une gorgée. Il a baissé les yeux, confus au début, puis il a déplié. C'était un avis formel d'exécution de fiducie, ma signature au bas, transfert complet des actifs dans une protection juridique privée, révocable uniquement par moi. Son visage n'a pas changé tout de suite, mais ses yeux, si. Ils ont davantage cligné, et sa mâchoire a bougé, comme s'il avait mordu quelque chose d'aigre, mais essayait de sourire quand même. J'ai parlé avec précaution. J'ai dit que j'appréciais son inquiétude, que je comprenais que la vie était stressante, que la planification faisait partie du fait d'être responsable, mais que je m'étais déjà occupée de tout cela. Tout était en place, tout était définitif. Il a demandé si j'en avais parlé à quelqu'un. Je lui ai dit que oui, à un ami, quelqu'un qui comprenait ce que cela signifiait d'être préparé sans être sous pression. La pièce s'est tue. Il s'est penché en arrière, ses doigts ont tapoté une fois contre la nappe, puis se sont arrêtés. Pendant un instant, il ne ressemblait plus à un fils ou à un mari. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il n'avait plus d'option. Carole est entrée juste à ce moment-là, douce et polie. Elle a souri, a salué Owen doucement et s'est présentée, puis, pour le dîner, a-t-elle dit, nous devions partir maintenant. Je me suis levée, j'ai ramassé mon manteau et je l'ai suivi jusqu'à la porte sans me retourner. Dehors,
L'air était vif et venteux. J'ai expiré lentement, comme on le fait quand quelque chose se détache à l'intérieur, pas par colère, mais par libération. Pour la première fois, je ne m'éloignais pas blessé, je m'éloignais avec certitude. Le lendemain matin est arrivé plus froid que les prévisions ne l'avaient annoncé, le genre de froid qui s'installait dans les planches du plancher, calme et persistant. J'ai fait du pain grillé, versé un verre de jus d'orange et me suis assise à la table de la cuisine sans toucher ni à l'un ni à l'autre. Mes mains étaient encore chaudes de la nuit précédente, mais ma poitrine avait l'impression que quelque chose s'était refermé. Vers 10 heures, mon téléphone a vibré, un message, juste une ligne d'Owen. Tu as rendu cela plus difficile qu'il ne devait l'être. Pas de bonjour, pas de nom, juste ces mots. J'ai regardé l'écran pendant longtemps avant de poser le téléphone face contre la table. Le pain grillé était devenu froid, le jus n'avait plus l'air frais. Il n'y a pas eu de message de suivi, pas d'excuses, pas d'explication, et je savais, comme une mère le sait, que ces mots ne parlaient pas de déception. Ils parlaient de contrôle, d'une porte qu'il pensait pouvoir garder ouverte pour toujours et qu'il trouvait maintenant fermée. Plus tard ce jour-là, je suis allé au garage pour vérifier quelques boîtes que je n'avais pas touchées depuis des années. J'ai trouvé des albums photos. J'en ai ouvert un à une page d'un Noël d'il y a longtemps. Owen avait 5 ans, les joues rouges à cause de la neige, tenant un camion jouet, souriant si largement que je pouvais compter les espaces entre ses dents. J'avais l'habitude d'encadrer ce sourire dans mon esprit chaque fois que j'étais fatiguée ou effrayée. Cela avait été ma raison pour beaucoup de choses, mais maintenant je voyais quelque chose de différent, pas seulement un garçon, mais un garçon qui avait toujours obtenu ce qu'il voulait sans avoir à le demander 2 fois. Marc et moi nous en étions assurés, pas parce qu'il exigeait, mais parce que nous pensions que l'amour signifiait supprimer tous les obstacles, tous les fardeaux. Nous avons trop donné, et quelque part en cours de route, il a commencé à croire qu'il avait droit à ce qui ne lui appartenait pas. Dans l'après-midi, j'ai reçu un autre texto, cette fois de Lorraine. Elle a dit qu'elle était désolée que les choses soient devenues tendues, qu'ils essayaient juste de planifier de manière responsable, que si je voulais un jour parler, elle était disponible. Puis elle a écrit quelque chose qui m'a marqué plus longtemps que je ne l'avais prévu. Vous avez élevé un fils fort, nous voulions juste soutenir son avenir. Je l'ai lu 2 fois. Les mots étaient polis, soignés, mais en dessous, je l'ai entendu clairement, vous avez eu votre temps, maintenant lâchez prise. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé mon téléphone et je l'ai laissé sur le comptoir. Cette nuit-là, j'ai versé le jus d'orange dans l'évier, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je ne voulais pas boire quelque chose qui avait perdu sa température. Je me suis tenue près de la fenêtre et j'ai regardé dehors dans le noir, le ciel tirant déjà l'hiver sur les toits. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas arpenté, je suis restée immobile parce que parfois la réponse la plus forte est l'absence de réponse, et parfois quand une porte se ferme, elle n'est pas censée être rouverte, ni par la force, ni par la culpabilité, et certainement pas par le sang. La maison n'avait jamais été bruyante, même quand Marc était vivant, mais après le dernier échange avec Owen et le silence qui a suivi, quelque chose a changé, le calme ne semblait plus neutre, il ressemblait à un verdict. J'ai commencé à me déplacer plus lentement dans les pièces, non pas parce que j'étais fatiguée, mais parce qu'il ne semblait pas y avoir de raison de me dépêcher. Les jours ont pris une forme douce, j'ai plié les serviettes avec précision, essuyé les comptoirs même quand ils étaient propres, arrosé les plantes à la même heure chaque matin. Je n'attendais pas d'appel, mais j'ai quand même remarqué quand il n'est pas venu. 3 jours se sont écoulés avant que le voyant de la messagerie vocale ne clignote. Je n'ai pas répondu au téléphone quand il a sonné, mais j'ai écouté après. La voix d'Owen a résonné à travers le haut-parleur, comme si elle venait de derrière une porte que je n'avais plus l'intention d'ouvrir. Il a dit qu'il avait surréagi, dit qu'il voulait juste s'assurer que les choses étaient gérées correctement, puis il a dit quelque chose de plus doux, il regrettait la façon dont les choses étaient avant, il a dit qu'il espérait que nous pourrions reparler, juste parler. Je ne l'ai pas supprimé, je ne l'ai pas sauvegardé non plus, je l'ai laissé là entre la poussière numérique et l'obligation. Plus tard cette nuit-là, je me suis retrouvée à faire défiler de vieux fils de discussion, ceux que je n'avais pas ouverts depuis des mois. Il y avait des photos d'il y a des années, Owen faisant des grillades dans la cour, Lorraine tenant une tarte que je l'avais aidé à faire, une photo floue du chien que nous avions partagé autrefois avant qu'il ne devienne trop vieux pour monter les escaliers, et puis plus loin, des textos de quand Owen utilisait encore trop de points d'exclamation, quand il disait encore des choses comme « je t'aime », avant de se déconnecter. J'ai cliqué sur l'un d'eux et je l'ai regardé fixement, juste regardé fixement, sans essayer de ressentir quoi que ce soit, juste en remarquant ce qui avait été autrefois. Puis j'ai commencé à les supprimer, un par un, pas avec colère, mais avec reconnaissance. Le dernier que j'ai gardé était une vidéo, Owen à 10 ans tenant une lampe de poche sous son menton, racontant une histoire effrayante dans le noir pendant que je riais en arrière-plan, ma voix était plus jeune alors, plus légère. Je l'ai regardé 2 fois, puis j'ai fermé mon téléphone. Je suis allée me coucher tôt cette nuit-là, pas pour dormir, mais pour rester immobile, le lit semblait plus grand, pas plus vide, juste plus honnête. J'avais tout donné à ce garçon,
et l'homme qu'il est devenu l'avait utilisé pour monter un dossier contre moi. C'était la partie la plus difficile, pas l'avidité, pas la manipulation, mais la réalisation que ce que j'ai donné par amour, il avait transformé en moyen de pression. En cours de route, j'avais cessé d'être une mère à ses yeux et j'étais devenue une ressource, et c'était un chagrin dont personne ne vous avertit, un chagrin qui ressemble à votre propre voix sur une machine ne répondant rien. J'ai déménagé à la fin février, juste avant que la neige ne fonde complètement. La nouvelle maison n'était pas loin, toujours près du lac, mais nichée plus profondément dans une rue plus calme, plus petite, plus ancienne, le genre d'endroit avec une boîte aux lettres tordue et des volets qui claquaient quand le vent venait de l'eau, mais elle me plaisait, comme si elle attendait quelqu'un qui n'avait plus besoin d'espace pour recevoir, seulement d'espace pour expirer. Je n'ai pas apporté grand-chose avec moi, juste ce qui comptait, la photo de Marc sur l'étagère, les fiches de recettes manuscrites et tachées, quelques boîtes de livres, la bouilloire bleue ébréchée et un hibou en céramique du jardin qui avait l'habitude de s'asseoir près du porche arrière et d'effrayer aucun oiseau du tout. La plupart des matins, je marchais jusqu'à la bibliothèque sur Main Street, non pas parce que j'avais besoin de livres, mais parce que j'aimais le son des pages que l'on tournait à proximité. J'ai pris quelques quarts de travail à la réception, rien d'officiel, juste assez pour me sentir utile, assez pour empêcher mes mains d'atteindre des choses qui ne se sont plus tendues en retour. C'est là que je les ai rencontrées, les femmes qui venaient chaque semaine. Elles n'étaient pas bruyantes, elles ne portaient pas de manteaux assortis et ne parlaient pas en groupe, elles arrivaient tranquillement, une par une, et restaient plus longtemps qu'elles n'en avaient besoin. Certaines lisaient, certaines écrivaient, certaines regardaient par la fenêtre comme si elles attendaient quelque chose qui était déjà passé. Il y avait Hélène qui dirigeait autrefois un restaurant et qui fabriquait maintenant des courtes pointes à partir des chemises de son mari, June qui apportait toujours du thé à la menthe poivrée dans un thermos avec les initiales de sa défunte sœur dessus, et Margot qui portait une canne mais ne l'utilisait jamais jusqu'à ce qu'elle s'approche de la porte d'entrée. Nous ne sommes pas devenus amis d'un seul coup, cela s'est produit lentement, au fil des thermos partagés, au fil des hochements de tête échangés à la même étagère, au fil de l'accord tacite qu'aucune d'entre nous n'avait besoin d'expliquer ce que nous avions perdu, seulement que nous nous présentions toujours. Un après-midi, Margot a demandé si je voulais de l'aide pour le parterre de fleurs derrière la bibliothèque. J'ai dit oui avant même de le regarder. Le sol était dur, tassé par l'hiver et têtu de cette façon dont la terre peut l'être lorsqu'elle est laissée seule trop longtemps, mais nous l'avons retourné quand même, une rangée à la fois, les genoux dans la terre, les mains tachées, pas de bavardage, juste le rythme des femmes plantant ensemble quelque chose qui pourrait fleurir plus tard. Nous avons planté des tomates, du basilic, quelques tournesols juste pour être provocantes. Nous l'avons appelé le coin tranquille, et il est devenu le nôtre. Nous ne parlions pas de nos enfants, pas souvent, quand nous le faisions, ce n'était pas par amertume, c'était par reconnaissance, comme regarder une vieille cicatrice et se souvenir du moment avant qu'elle ne perce la peau. Ce que nous partagions n'était pas le deuil, c'était la clarté, un nouveau type d'appartenance, pas l'une à l'autre, mais à nous-mêmes. Dans cet espace, avec de la terre sous nos ongles et des livres à proximité, j'ai cessé de me sentir comme un fardeau, j'ai recommencé à me sentir comme une femme, pas à attendre, pas à manquer, juste ici, présente, enracinée comme quelque chose enfin prêt à grandir. C'était un samedi matin quand je l'ai revu. Je venais de finir de balayer le porche de la nouvelle maison, la brise était encore vive, mais le soleil avait percé les nuages pour la première fois depuis des jours. J'étais sur le point d'entrer et de faire du café quand j'ai remarqué une voiture garée au bord du trottoir, pas une location, pas une livraison, juste une forme familière, immobile comme une pierre. Derrière le volant, il est resté assis là un moment avant de sortir. S'est déplacé plus lentement que je ne m'en souvenais, la confiance dans sa démarche s'était émoussée comme quelqu'un qui avait passé la nuit à trop penser. Il portait un sweat à capuche gris, un jean qui n'avait pas été repassé, pas de dossier, pas de stylo, juste une simple enveloppe blanche dans sa main. Il n'est pas venu à la porte tout de suite, il s'est juste assis sur les marches en bois comme il le faisait quand il était garçon en attendant le dîner, son dos était voûté, ses épaules enroulées dans une forme que je n'avais pas vue depuis des années. J'ai ouvert la porte, je suis resté là un instant, puis je suis descendu, m'arrêtant à quelques mètres de lui. Il a levé les yeux, les mêmes yeux, mais plus calmes. Il a dit qu'il était désolé, qu'il avait été dépassé, qu'il avait laissé l'argent parler plus fort que l'amour. Il a dit que les choses ne s'étaient pas passées comme il le pensait. Puis il s'est arrêté, a baissé les yeux sur l'enveloppe et l'a tendue. Je ne l'ai pas pris, pas encore. Il a dit qu'il ne s'attendait à rien, il voulait juste que je sache qu'il le voyait maintenant, ce qu'il avait fait, ce que cela avait coûté. J'ai laissé le silence durer un peu plus longtemps, puis je me suis assis près de lui, pas trop loin, juste assez pour que le bois craque sous nous deux. Je lui ai dit que je lui pardonnais, mais je lui ai aussi dit que le pardon ne venait pas avec une clé, que certaines portes, une fois fermées, avaient besoin de temps avant de pouvoir s'ouvrir à nouveau, si jamais elles s'ouvraient. Il a hoché la tête, sans discuter, a juste hoché la tête. Nous sommes restés assis là un peu plus longtemps, le vent a effleuré la balustrade du porche, un oiseau a sauté sur le trottoir sans nous remarquer. Il s'est levé, a dit « thank you »,
a placé l'enveloppe à côté de moi sur la marche, puis est retourné à sa voiture. Je n'ai pas appelé après lui, je n'ai pas fait signe. Je l'ai regardé partir, et quand la voiture a tourné au coin de la rue et a disparu, je suis restée assise, n'attendant pas, ne pleurant pas, juste respirant, parce que parfois le premier pas en arrière n'est pas de marcher vers quelqu'un, c'est de savoir comment rester assise sans se laisser entraîner vers le fond. La première neige est arrivée tôt cette année-là, fine et douce, comme si elle hésitait à rester. Je l'ai regardé tomber de la fenêtre de la cuisine de la même manière que j'avais l'habitude de regarder Owen attendre le bus quand il était petit. Le monde semblait en pause, mais pas vide, juste immobile. J'ai passé la matinée en silence, pas de radio, pas de bruit de la bouilloire, juste le son de la maison qui respire avec moi. J'ai allumé un feu dans le poêle et je me suis assise avec une couverture sur les genoux, mes mains enroulées autour d'une tasse chaude. Il n'y avait pas de tristesse, pas de joie non plus, juste une sorte de paix que je n'avais pas connue depuis des années, une paix qui ne venait pas de réparer les choses, mais de savoir que je n'avais plus à le faire. Plus tard, je me suis retrouvée à écrire une lettre, pas à Owen, pas à Mark, mais à la femme que j'étais, celle qui pensait que l'amour signifiait toujours dire oui, celle qui pensait qu'être silencieuse assurait la sécurité. Je lui ai écrit doucement, je lui ai dit qu'elle était autorisée à cesser de tout porter seule, je lui ai dit qu'elle pouvait s'asseoir maintenant, le poids avait été porté assez loin. J'ai scellé la lettre et l'ai glissée entre les pages d'un livre que je ne prévois plus de terminer. Certaines histoires n'ont pas besoin de fin, elles ont juste besoin d'être libérées. Ce soir-là, j'ai fait cuire un petit gâteau, juste une couche, rien que pour moi. J'ai allumé une bougie et je l'ai placée au centre. Personne n'a chanté, personne n'a applaudi. J'ai fermé les yeux, et j'ai fait un vœu qui n'était pour personne d'autre, c'était pour mon propre calme, pour mon propre commencement, pour une vie qui n'avait plus besoin de faire ses preuves. J'ai ouvert les yeux et j'ai soufflé la flamme. La pièce ne semblait pas silencieuse, elle semblait méritée. Si cette histoire a touché quelque chose de calme en vous, peut-être quelque chose que vous n'avez pas dit à voix haute depuis des années, sachez que vous n'êtes pas seul. Chaque femme qui s'est déjà sentie invisible porte encore un feu qui ne peut être pris. Si vous vous êtes déjà éloigné de quelque chose qui veut vous trouver, seulement pour trouver votre propre voix qui attend de l'autre côté, j'espère que vous portez cette voix doucement, et si vous avez envie de partager votre propre histoire, ne serait-ce qu'un morceau, j'écoute, parce que parfois être entendu est le premier pas pour redevenir entier.